Le RCP-CACM est le plan de l'élèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. C'est le cadre de référence et d'orientation pour toutes les interventions du gouvernement avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Ce plan a été élaboré à la sortie de crise en 2016, élaboré avec la participation de toutes les couches socio-économiques et soumis à la conférence de Bruxelles en novembre 2016 et a reçu le soutien de tous les partenaires. Automatiquement, à partir de début janvier 2017, ce plan a été mis en œuvre et est composé de 3 piliers. Donc le premier pilier concerne le soutien à la paix, à la sécurité et à la réconciliation. Le second concerne le renouvellement du contact social avec la population. Et le troisième, c'est d'assurer le relèvement économique et la relance du secteur productif. J'ai pris fonction 2 ans et demi après. Donc ma prise de fonction est suite à 2 faits majeurs. Le premier fait, c'est d'abord le départ, la démission du premier secrétaire général, du secrétaire permanent de suivi du RCP-CA et la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en février 2019. Et donc, suite à ces 2 faits majeurs, le comité directeur conjoint qui assure le pilotage du RCP-CA et qui fonctionne comme le conseil d'administration, a décidé de revoir l'organigramme du secrétariat et restructurer les missions du secrétariat permanent. Et c'est là aussi suite aux multiples défis qui s'imposaient au secrétariat permanent dans la mise en œuvre de ces missions. Et donc, quand j'ai pris fonction, cela considère avec la mise en œuvre des recommandations issues de la restructuration du CDC. Et donc, j'ai été instruit de mettre en place ces recommandations. Et aussitôt, j'ai entamé des multiples activités. D'abord, j'ai commencé avec les réunions, disons avec les experts du secrétariat, pour faire la mise au point des constats et voir comment mettre en œuvre ces recommandations. Et aussi, nous avons procédé à la consultation des principaux acteurs, notamment les partenaires techniques et financiers, les chefs des départements ministériels et les chefs des grandes institutions internationales. C'est au vu des recommandations, des orientations que nous avons reçues de ces hautes personnalités qui nous a permis d'élaborer un plan d'action pluriannuel. Et nous avons pu aussi élaborer les programmes de travail de chaque cellule et les thèmes de référence de chaque expert. Parce que par le passé, les missions du secrétariat n'étaient pas clairement définies et les attributions des experts n'étaient pas aussi claires. Ce qui a fait que dans sa fonction, le secrétariat n'a pas fourni les prestations nécessaires à la satisfaction des parties prenantes. Et donc, ces documents que nous avons élaborés ont été validés par le comité directeur conjoint et ça a permis de démarrer sur de bonnes bases, des activités sur de bonnes bases, et nous avons relancé aussi, renforcé les activités qui n'étaient pas bien assurées plus de 2 ans avant ma prise de fonction.
Ça a été l'un des produits de la retraite du comité directeur conjoint. Donc, lorsque les missions du secrétariat ont été restructurées, donc 5 grandes missions ont été assignées au secrétariat permanent du RCPCA. La première mission, c'est le déploiement de la base de données. La seconde, c'est l'appui aux structures sectorielles à travers les comités de coordination sectorielle. La troisième mission, c'était le suivi et évaluation. La quatrième, c'est la communication sur les réalisations dans le cadre du RCPCA. Et la cinquième mission, c'est le transfert de compétences. Sur le transfert de compétences, étant donné que le secrétariat est un organe technique qui est constitué des experts et a un mandat limité, va terminer dans une période donnée, il va falloir progressivement transférer les compétences du secrétariat aux structures pérennes de l'État, telles qu'au ministère du Plan et au niveau des structures sectorielles. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, pour que le RCPCA soit mis en œuvre de manière harmonieuse, il va falloir que nous puissions nous baser sur les comités de coordination sectorielle qui sont créés. Donc, les comités de coordination, c'est une plateforme de dialogue entre les différents partenaires du secteur, notamment les ministères sectoriels concernés qui ont les mêmes natures d'activité, les PTF, les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le secteur, les ONG du secteur privé qui interviennent. Et donc, à l'occasion de leur réunion, ils peuvent discuter de tous les problèmes de ce secteur pour assurer la synergie, la complémentarité et veiller à l'équilibre national. Parce que vous savez, le RCPCA a été mis en œuvre pour être mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire. Et si, comme vous le constatez, aujourd'hui, du fait qu'il y avait une partie du territoire qui était occupée par les groupes armés, eh bien, semble-t-il que certaines activités étaient seulement orientées vers certaines régions. Et aujourd'hui, on constate que certaines régions semblent-ils être oubliées, alors que ce n'était pas l'esprit même du RCPCA. Aujourd'hui, si au sein des comités de coordination sectorielle, on discute sérieusement, eh bien, ça peut permettre à ce qu'on puisse savoir comment orienter les investissements, les projets. Pour ne pas que, par exemple, un partenaire technique et financier élabore un projet et choisisse lui-même la zone dans laquelle il doit aller investir. Alors que si on est tous autour d'une table, on peut faire une répartition harmonieuse et équitable pour la satisfaction de la population. Voilà pourquoi nous privilégions beaucoup plus le bon fonctionnement des comités de coordination sectorielle qui va permettre de résoudre pas mal de problèmes qui ont, disons, empêché la bonne mise en œuvre du RCPCA. À ma prise de fonction, en juillet 2019, après même l'élaboration des plans d'action où nous avons présenté au CDC, le plan d'action contenait les activités relatives à la création des comités de coordination sectorielle. Donc, nous avons reçu mandat de proposer les thèmes de référence, de proposer les projets d'arrêté que nous avons partagés de manière participative avec tous les acteurs du secteur. Si je prends par exemple le secteur rural, qui regroupe l'agriculture, l'élevage, les eaux forêts, l'environnement, donc 4 ministères concernés, et tous les partenaires qui interviennent là-dedans, les ONG, le secteur privé. Donc on avait soumis ces textes-là à leur appréciation. Donc nous avons validé ensemble avant d'acheminer au Premier ministre pour sa signature. Et donc, à ce jour, il y a 11 arrêtés qui sont déjà signés. Parce qu'à chaque fois que nous finalisons les travaux à notre niveau, et les sectoriels, on envoie à la primature. Il y a l'équipe aussi de la primature qui mène aussi ces investigations pour voir si ces arrêtés ont bel et bien requis
l'unanimité des acteurs du secteur. Et donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons 11 arrêtés, mais je vous assure que peut-être dans une ou 2 semaines, on aura les 5 autres arrêtés. Bon, maintenant, l'autre effort reste à faire fonctionner ces comités de coordination de manière harmonieuse. Bon, comme vous le savez aussi, parce que dans ces comités, il y a une organisation qui est mise en place. Il y a le bureau, il y a le bureau qui est mis en place, il y a le bureau, l'équipe technique aussi, mais il y a le bureau de coordination qui est constitué d'un ministère leader. Si je prends le cas du secteur rural, c'est le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture qui assure le lead du côté gouvernement et avec un partenaire qui assure le lead aussi. Là, le débat encore entre, certains partenaires, notamment l'Union européenne et la FAO, qui interviennent, dont le montant de leur contribution a un poids lourd dans le secteur. C'est comme ça que sont identifiés les leaders du côté des partenaires. Et donc, il y a du côté du gouvernement, il y a ce problème aussi disons, parce qu'il y a certains départements qui pensent que le fait de les mettre en commun, ça arrache un peu une partie de leurs attributions. Vous voyez, ce n'est pas toujours évident. Mais progressivement, en expliquant les bien fondés, l'intérêt ou bien l'avantage qu'on tire à travers les comités de coordination sectorielle, je pense que les différents départements qui sont regroupés s'approprient progressivement et nous pensons que les choses vont commencer à fonctionner. Surtout que le chef de l'État, le président de la République, le chef de l'État, lorsque le problème lui a été posé, il a décidé d'inviter, après la mise en place du gouvernement, tous les responsables des départements sectoriels et les partenaires techniques et financiers pour impulser le bon fonctionnement des comités de coordination sectorielle pour permettre à ce que nous puissions réaliser de bons résultats dans le cadre du RCPCA. Pourquoi ça? Parce que le chef d'État même s'est posé la question pour dire que dans le secteur rural, si nous prenons le seul secteur de l'agriculture, il y a beaucoup de financements. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a ce problème d'insécurité alimentaire? Et a instruit le ministre de l'économie, du plan et de la coopération pour dire au secrétariat permanent de RCPCA de mener une investigation. Et nous, dès que nous avons reçu l'instruction du ministre de l'économie, du plan, nous sommes mis au travail, nous avons mené des investigations auprès des partenaires. Aujourd'hui, nous avons sorti un rapport. Rien que le secteur de l'agriculture, on a un volume d'investissement de plus de 185 milliards de francs CFA. De plus de 185 milliards de francs CFA. Donc, si ces fonds étaient bien suivis, bien organisés, bien répartis sur le territoire national, je pense qu'on devait réduire sensiblement ce problème d'insécurité alimentaire. Et c'est ça qui a interpellé le président de la République pour vouloir inviter tous les responsables des départements sectoriels et les partenaires pour impulser la dynamique dans le domaine du fonctionnement des comités de coordination sectorielle. Et dans un premier temps, il va jeter un regard spécifique sur le secteur agricole. Parce que le rapport que nous avons fait au niveau du secrétariat, nous avons soumis à l'appréciation des cadres du secteur. Le ministre de l'Agriculture était saisi, le ministre des Eaux forêts, le ministre de l'Élevage et de l'Environnement. Là, nous sommes en train de travailler avec eux techniquement pour voir comment argumenter, comment orienter. Nous avons sorti la cartographie du secteur, des différents investissements sur l'étendue du territoire. Nous avons sorti la cartographie et que nous avons présenté au chef d'État le moment venu lorsque la réunion va être organisée. Si
les partenaires et le gouvernement, les ONG, le secteur privé, si on arrivait à s'asseoir sur une table et discuter, il y a beaucoup d'avantages. Il y a l'avantage en termes de synergie. La synergie, d'abord, c'est quoi? Lorsque, par exemple, un partenaire a un projet de commun accord avec le gouvernement pour investir, disons, par exemple, dans la Ouaka. Un exemple, dans la Ouaka, il faut que le partenaire qui choisit une filière dans laquelle il doit investir, il ne faut pas que l'autre partenaire vienne investir dans la même filière. Sinon, ça va être un doublon. S'il faut qu'il investisse dans la même filière, il faut que ça soit dans une autre région. Et un autre partenaire qui va investir, par exemple, si l'Union européenne veut investir dans le domaine céréalier, il faut que, par exemple, la BAD investisse dans d'autres domaines autres que la filière céréalière. Vous voyez, donc ça fait une synergie. Ça évite le doublon. Vous voyez, et ça fait la complémentarité. Ça fait que, aujourd'hui, par exemple, si nous avons assez de partenaires dans une région telle que le Ouaka, il faut que d'autres aillent dans l'Ouam. Il faut que les autres partenaires aillent dans le Mbomou, qu'ils aillent, par exemple, dans l'Ombelapoko, ainsi de suite. Au lieu que tout le monde vise à aller dans l'Ombelapoko. Au lieu que tout le monde vise à aller dans la Ouaka. Ça crée un déséquilibre. Vous voyez? Or, le souci du gouvernement, c'est d'assurer l'équilibre national, de satisfaire les besoins de toutes les couches sociales. Vous voyez, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, si vous allez dans certaines régions, telles que par exemple, on venait d'effectuer une mission à Obo avec le système des Nations Unies, avec le PNUD, le PAM, tout ça pour voir comment ces partenaires peuvent investir là-bas. Mais arrivé là-bas, les gens se plaignent des problèmes de scolarité. Parce qu'il y a certaines écoles qui sont fermées. Parce qu'il y a certains hôpitaux qui ne fonctionnent pas. Vous voyez? Alors que, à certains endroits, certains hôpitaux fonctionnent, certaines écoles fonctionnent. Si on est tous autour d'une table, par exemple, si nous prenons le secteur éducation, avec les accords de dons qui viennent d'être signés avec le gouvernement, dans le cadre pour l'appui au plan stratégique du secteur éducation. La Banque mondiale vient de signer avec le gouvernement un montant de 16 milliards pour investir. Comment faire pour faire une bonne répartition au niveau national? Il va falloir que les gens s'asseyent autour d'une table. Vous voyez? Et donc, nous pensons que le fait pour les différents acteurs du domaine puissent être ensemble pour discuter des problèmes du secteur, ça a un avantage comparatif pour que la population puisse avoir un gain et on puisse accéder à ce qu'on appelait le dividende de la paix. Disons que l'année 2017 et début 2018 ont été profondément bouleversés par la présence des groupes armés dans presque 70 à 80% du territoire. L'accord de paix a offert l'opportunité pour intensifier les activités dans le domaine, dans le cadre du RCPCA, avec les investissements, parce qu'il y a des zones qui étaient inaccessibles, où les groupes armés étaient vraiment très offensifs,
avec l'accord de paix, ça a réduit l'intensité même de l'insécurité. Ça fait que le fait qu'on avait, il y a eu un accord entre le gouvernement et les groupes armés, ça a permis au gouvernement et ses partenaires de progresser dans des zones qui étaient jadis inaccessibles. Vous voyez? Et donc, l'accord de paix a été vraiment un déclic pour, disons, la mobilisation davantage de ressources. Parce que vous savez que si on met davantage en œuvre les projets, ça permet d'augmenter aussi les décaissements. On a beau signer, par exemple, un accord, et lorsque le projet n'est pas mis en œuvre, on ne peut pas décaisser. On ne peut que décaisser lorsque le projet est mis en œuvre convenablement. Et donc, ce qui a fait qu'au début, avec la présence des groupes armés, avec l'insécurité, on ne pouvait pas accéder aussi facilement à la levée de fonds auprès des partenaires, parce qu'il n'y avait pas assez d'activités à l'intérieur du pays. La plupart des projets étaient centrés au niveau de Bangui et dans les environs. Et dans la moindre mesure, dans les zones qui étaient en sécurité. Et donc, ça dit que la présence de groupes armés ne permettait pas d'aller trop loin à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi ce décalage entre la mobilisation des ressources au début et la mobilisation des ressources vers la fin, vers 2019 et vers 2020. Donc aujourd'hui, avec la conquête du territoire, avec la libération du territoire, je pense que nous allons atteindre véritablement les objectifs assignés au RCPCA. L'objectif principal qui était de satisfaire les besoins de toute la population centrafricaine. Et lesquelles populations, une partie de la population qui était à tort et à travers empêchée de bénéficier des avantages du RCPCA. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons toute la possibilité d'aller de plus en plus à l'intérieur du pays avec les partenaires pour investir. Tel que je vous ai dit, dernièrement, nous avons effectué une mission avec le système des Nations Unies à Obo, alors que par le passé, ce n'était pas possible. Par le passé, nous, avec le système des Nations Unies, on ne pouvait pas accéder là-bas. Nous sommes arrivés, il y a la restauration de l'autorité de l'État, parce que nous avons rencontré le préfet, nous avons rencontré tous les sous-préfets, nous avons rencontré les maires, il y a la police là-bas, il y a la gendarmerie. Vous voyez? Vous savez qu'il y a l'autorité de l'État qui s'instaure progressivement avec le recul de l'insécurité. Et donc, ça va permettre à ce que non seulement les humanitaires, parce qu'aujourd'hui, ce que nous privilégions aujourd'hui, c'est de mettre en place la méthode de nexus humanitaire, relèvement, développement. Parce que le pays ne va pas rester éternellement dans l'humanitaire, parce que l'humanitaire, c'est passager. Donc, il va falloir combiner tout ça en même temps qu'on fait l'humanitaire, parce qu'il y a des urgences aussi, et en même temps, il faut faire le relèvement et le développement. Il faut faire des investissements pérennes pour que la population ne soit pas un éternel assisté. Donc, c'est pourquoi c'est mieux aujourd'hui de combiner les trois aspects et faire en sorte que le RCPCA soit mis en œuvre de manière harmonieuse.